Alors bonjour à tous, merci beaucoup, me voilà, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis connecté de Paris, France, je m'appelle Daniel Stapper, c'est un grand honneur pour moi de modérer cette session sur les approches techniques au au traitement sans mercure de l'or. Alors c'est un grand plaisir pour moi de modérer cette session. Et vraiment, ce sujet est très important. C'est un sujet très important et sur lequel nous travaillons au sein de Pact. Et nous avons travaillé avec les communautés des mineurs pour plus de 15 ans. Et actuellement, les aspects techniques du traitement sans mercure de l'or est quelque chose sur lequel je me focalise dans ma carrière académique et professionnelle. Et voici, c'est quelque chose aussi de central euh, au programme Planet Gold. Et bien entendu, c'est aussi important pour la convention Iomata. Et voilà, je vais donner la parole maintenant à nos intervenants et je vais donner ou permettre aussi alors l'organisation d'une session questions-réponses. Alors je ne vais pas parler beaucoup, je vais juste aborder quelques éléments avant que nous ne lancions cette session vraiment importante. Permettez-moi de mettre l'accent sur le fait que pour plus de 40 ans, plusieurs organisations, universités, entreprises, ONG ont investi beaucoup de financement, ont déployé beaucoup d'efforts, et ceci afin de trouver des solutions de traitement sans mercure de l'or dans le secteur. Permettez-moi de partager avec notre public, de vous rappeler que ce n'est pas quelque chose de facile à faire. Et permettez-moi de dire que ce n'est pas parce que le point de vue technique n'est pas clair. C'est quelque chose de clair, c'est quelque chose de très complexe. Mais permettez-moi de vous dire que d'après mon expérience, alors que nous développions des projets qui se focalisent sur cela, alors la majorité des obstacles est reliée à l'adaptation, alors des technologies qui travaillent et qui sont sans mercure. Alors ce défi de modèle commercial, comment vraiment trouver des solutions à cela, comment travailler d'une manière qui va permettre le développement de l'économie informelle. Alors voilà, je voudrais demander à nos intervenants de parler à propos de cela, de discuter à propos de cela et peut-être que vous pouvez aussi partager quelques commentaires sur l'adoption de nouvelles technologies sur lesquelles Planet Gold travaille au sein des multiples communautés. Et en outre, peut-être que nous pouvons parler à propos de la mise à jour de ces technologies. Comment est-ce que les communautés ont utilisé ces technologies et quelles sont vos visions sur le futur. Alors, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à nouveau. Merci parce que vous êtes avec nous aujourd'hui. Et là, le premier élément de notre ordre du jour est notre vidéo préparée par Planet Gold. Alors, s'il vous plaît, la vidéo. Nous participons à un voyage qui vise à permettre aux représentants de différentes organisations minières de s'informer sur les expériences réussies dans l'utilisation de technologies propres pour éliminer l'utilisation du mercure dans leur processus de production. Il s'agit d'un programme de 9 jours de visite d'usine, de transformation et d'exemples de réussite dans les régions Arequipa, Puno et Madre de Dios. L'avantage d'avoir une table métrique est une meilleure récupération de l'or. Cela réduit la consommation et évite d'être exposé à des produits chimiques tels que le mercure et évite la pollution. Nous nous consacrons au développement de technologies propres sans l'utilisation d'eau, sans utilisation de mercure et nous exportons des équipements au Mexique, en Colombie, au Chili, en Bolivie, en Mauritanie. Cette technologie permettra de faire coexister l'exploitation minière et l'agriculture. Ce centre scientifique est un centre de recherche qui a vu le jour pour répondre aux problèmes de l'exploitation minière. Le principal impact sur le système nerveux central des êtres humains a été étudié à Madre de Dios où on a constaté que 70% des enfants présentaient des taux supérieurs aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Au début, j'étais méfiant car je
connaissait pas vraiment l'efficacité des tables gravimétriques. Le taux de récupération est de 75%, alors qu'auparavant, le taux était de 60 à 50% sans mercure. Et c'est si simple à faire que cela ne nécessite pas de gros investissements. Il faut juste éveiller l'intérêt à ce sujet, car nous devrions introduire des technologies vertes pour l'exploitation de l'or. Voilà, et ça serait quelque chose que nous devrions faire. L'objectif de CITE n'est pas seulement de changer toute la matrice de profit, c'est-à-dire d'obtenir de l'or de manière écologique. Nous sommes intéressés par la transmission de technologies écologique, de la durabilité dans toutes les dimensions. Et notre but est de fournir une solution pour l'extraction minière artisanale et à petite échelle de l'or et d'offrir un nouveau type d'équipement car le mercure n'est absolument pas nécessaire. L'expérience a démontré que l'exploitation minière responsable est possible, qu'il est possible de prendre soin de l'environnement, qu'il est possible de faire du développement et que cela peut être une puissante source de développement pour notre pays. Fantastique. Voilà, donc avec cette vidéo qui nous a inspiré par rapport à ce sujet, j'aimerais vous présenter notre premier intervenant et nous allons nous focaliser. J'espère qu'entre-temps, il y aura des questions dans la boîte de discussion en bas de l'écran pour qu'on puisse aussi bien discuter avec nos intervenants, pour qu'on puisse leur poser des questions spécifiques par rapport à leur présentation. Ayant dit cela, permettez-moi de vous présenter Daishan Bilingi, qui est donc responsable technique pour le Planet Gold Guyana, Conservation internationale de la Guyane. Il a donc un degré en chimie de l'Université de Guyane. Et aussi bien pour la thèse de fin d'études, il s'est concentré sur les méthodes d'extraction de l'or qui sont utilisées principalement en Guyane. Donc, Daishan, à vous, on aimerait donc entendre parler de Planet Gold Guyana par rapport à votre expérience. Bonjour à tous. Voilà, je vais donc directement passer à ma présentation. Prochaine diapo, je vous prie. Alors, par rapport à la prospection. Alors, c'est quoi la prospection? C'est donc l'exploration préliminaire. Donc là, on identifie les zones géographiques qu'on aimerait, dans lesquelles on aimerait faire de l'exploitation minière. Prochaine diapo. Par rapport à la prospection, voici les éléments généraux suivants. Alors, premièrement, on fait donc une étude de la zone pour savoir où est-ce qu'on peut faire des carottes de forage. Ensuite, après avoir fait cela, on prend ces échantillons pour les analyser au laboratoire. Après avoir identifié quel genre de matériaux nous avons en terre, on va pouvoir voilà, essayer de voir qu'est-ce qui nous intéresse et déterminer si notre terrain est propice ou pas, s'il est donc plutôt si ce matériau se situe en surface ou bien en profondeur. Cela va déterminer aussi quel genre de forage on aura besoin, à quelle profondeur, et cela déterminera aussi, on aura donc un rapport détaillé sur le plan minier de cette zone géographique. Prochaine diapo, je vous prie. Là, nous avons donc une cartographie géologique de la Guyane, de cette zone ici, et nous avons du bauxite, du diamant, tout au long de la côtière jusqu'à l'intérieur du pays, en Guyane. Et c'est donc un terrain minéralogique très riche. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de faire une
prospection, pas seulement pour l'or, mais pour d'autres minerais également. Prochaine diapo. Alors, une fois qu'on a fait cela, on passe à la partie exploration. C'est un aspect qui vient après la prospection, n'est-ce pas? Et là, donc, on met en place un programme stratégique de forage pour qu'on puisse déterminer le contenu du minerai et la profondeur. Et chaque forage nous donnera une idée de à quoi s'attendre par rapport au terrain. Et on prélèvera des échantillons qu'on ramènera au laboratoire pour analyse. Prochaine diapo. Par rapport à l'exploration, cela comporte généralement les éléments suivants. Donc de tracer le schéma de forage, marquer les trous de forage avec une position GPS et la collecte des échantillons. Prochaine diapo. Prochaine diapo. Voilà, là vous avez un exemple de ce que l'on fait lorsqu'on fait le forage. Vous avez cette personne qui est là, donc avec les outils, ce qu'on appelle un MATOC, c'est-à-dire que c'est là nous avons la possibilité de d'injecter de l'eau et nous allons forer et nous allons ensuite envoyer donc cette carotte de forage pour récupérer le matériel. Je pense que nous avons perdu notre intervenant, nous ne l'entendons plus. Ah, bonjour à tous, je suis Jane et puis je travaille pour le projet Planet Gold et je m'appelle voilà, donc ici, nous avons chaque échantillon, comme vous le voyez ici, est mis dans un sac. Nous donnons un chiffre donc sur chaque sac avec une étiquette qui sera étiquetée et envoyée ensuite. Donc là, c'est là où on a commencé à forer et ensuite, voilà, vous avez maintenant, vous avez l'eau qui va nous permettre de pomper le matériel. Là, c'est les échantillons prélevés. On va donc leur donner un numéro sur chaque sac. On va les étiqueter, on va les fermer. Ça, c'est le laboratoire qu'on va utiliser. Là, c'est les échantillons qui sont séparés. On va les stocker et donc les mettre dans un four pour le séchage. Chaque échantillon est unique, mais bon, on doit quand même séparer cela. Et donc, cet échantillonnage, c'est la partie la plus importante. Là, on fait la séparation et le mixage du matériel. Voilà. Donc là, nous le mettons dans la machine car nous allons uniquement utiliser une partie de cet échantillonnage pour l'analyse. L'excédent sera donc stocké et lorsqu'il est nécessaire de répéter une analyse, donc on pourra le faire le cas échéant. Voilà, là ici on le pulvérise pour qu'on puisse aussi bien identifier la quantité d'or présente dans cet échantillon. Là, on nettoie le pulvérisateur
pour qu'il n'y ait pas de contaminants pour continuer ensuite avec le prochain échantillonnage. Voilà, ça c'est le pulvérisateur. Là, nous avons donc le four, furnace. Et là, nous avons donc le moule. Et là, vous avez le plomb qui est mélangé. Et ensuite, vous avez donc ce qui est mis ensuite au fond de ces moules. Et puis, c'est ce genre de boutons. Voilà. Là, nous les mettons dans les petites coupelles. Et ensuite, on les mettra donc dans le four. Et justement, c'est le plomb qui fera en sorte que l'or soit poussé vers le centre. Et ça, c'est le résultat. Et ensuite, on va dissoudre ceci. Et les résultats seront imprimés pour indiquer combien d'or il y a dans chaque échantillonnage. Voilà, c'était juste la fin de ma présentation et la fin de la vidéo en même temps. Voilà, je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Deshaun, merci beaucoup. Voilà, j'ai quelques questions que j'aimerais euh, poser, mais on va garder les questions sous le coude. Mais j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez expliqué, qui fait donc, c'est donc le cycle de vie de euh, cette chaîne. Et c'est bien donc de démontrer les approches de manière systématique. C'est vraiment nécessaire. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Alors, je vais donc vous présenter le prochain intervenant, Bemba Suren de la Mongolie. C'est donc un ingénieur technologue du projet Planet Gold en Mongolie. Il a obtenu un diplôme d'ingénieur en traitement des minerais. Il a été étudiant en recherche à l'université d'Akita au Japon dans le domaine des instruments de laboratoire minier, de la flottation et de flottaison et des expériences de lixiviation. Il a acquis donc de l'expérience dans le traitement du charbon à la Mongolian Mining Corporation. Bemba Hussein, c'est donc à vous, Bemba Suren. Nous n'entendons pas encore l'intervenant. Bemba Suren, essayez d'activer votre micro, s'il vous plaît. Il a peut-être un problème technique. Donnons-lui un moment pour qu'il puisse trouver une solution. C'est peut-être un problème d'Internet, de connexion. Alors, voyons si notre intervenant va revenir. Sinon, nous allons continuer avec notre intervenant suivant.
Alors voilà, nous allons donner maintenant la parole à notre intervenant suivant et peut-être que nous allons pouvoir revenir vers notre intervenant de la Mongolie dans quelques minutes. J'espère que c'est OK pour vous, Sean. Alors voilà, maintenant nous allons donner la parole à Louis Bades. C'est une présentation qui a été enregistrée. Alors Louis Bades est un spécialiste technique au sein de Planet Gold Philippines depuis 2019. Il est le spécialiste technique du projet national pour Planet Gold aux Philippines. Et actuellement, il travaille sur sur l'opération de l'installation et le développement d'équipements. Et BDS est un ingénieur professionnel et a plus de 7 ans d'expérience dans le traitement des minerais. Alors, c'est une vidéo qui a été enregistrée préalablement, mais lui est avec nous aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, posez vos questions. Maintenant, nous allons alors écouter voir la vidéo qui nous est provenue de Louis. Alors bonjour à tous, je m'appelle Louis Bedes, je suis un spécialiste technique pour Planet Gold Philippines et je vais présenter une vue d'ensemble d'un système ou de facilité sans mercure pour le traitement de l'or. Alors je vais commencer par ma présentation. Et actuellement, je vais vous donner la situation actuelle sur nos deux sites. Alors actuellement, nous avons le premier cas de la municipalité de Sagada. Comme vous pouvez voir, les mineurs ou les mini-mineurs, excusez-moi, artisanaux et à petite échelle sont en train de travailler comme vous pouvez le voir. Il n'y a que les petites particules d'or qui sont récupérées et en se basant sur les échantillons que nous avons pu collecter depuis notre visite, la majorité alors de l'or, plus de 50% de l'or reste sur le site. Comme vous pouvez le voir, ces particules sont vendues aux propriétaires des terrains dans les différentes régions du pays. Et les mineurs de Sagada ne peuvent pas alors amplifier leurs profits et ceci cause encore plus d'obstacles, encore plus de coûts lors du transport de ces minerais. S'il vous plaît, notez le fait que l'utilisation du mercure à Sagada n'a pas été alors pratiquée pour des années et c'est une situation différente en ce qui concerne la municipalité de Paracale dans une autre province. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'utilisation de mercure et ceci pour la récupération de l'or. Les mineurs de Paracale sont en train de pratiquer le pire, ce qui est le traitement à l'heure du mercure avec de la cyanure. Comme vous pouvez le voir aussi, il y a les autres défis qui ont été identifiés sont l'utilisation alors des produits chimiques et en outre, les mineurs de Paracale sont convaincus que le mercure est essentiel pour une très bonne récupération. Alors, nous sommes en train de proposer un système de traitement sans mercure où la récupération de l'or va être optimale. Alors, nous sommes en train de proposer un processus, process flow sheet, et voici comme vous pouvez le voir. Ceci va nous permettre de récupérer plus d'or. Alors, et après, il y aura l'utilisation, par exemple, de tables vibrantes, l'utilisation d'autres équipements, et comme ça, les particules d'or vont être récupérées. Après, elles vont être collectées, elles vont être raffinées elles vont être fondues pour produire de l'or propre. Après, il y a un processus appelé leaching ou la lixiviation. Alors, il y aura une détoxification, il y aura une fusion et un raffinage. Et après, lorsque le processus de lixiviation sera complété,
Nous allons avoir des cendres qui vont être raffinées, qui vont être fondues, excusez-moi, afin de produire de l'or, des pépites d'or. En outre, il y aura une détoxification et après le reste du cyanure sera cassé, disons, par le soleil, et ceci dans une facilité de stockage au sein d'un bassin de rejet. En outre, l'utilisation du cyanure dans le processus est quelque chose de commun. Alors, je vais partager avec vous quelques informations à cet égard. Et en outre, je vais partager avec vous l'utilisation de la glycine. La glycine est un acide, un aminoacide, un des 20 qui est utilisé afin de fabriquer des protéines dans le corps humain. Cet acide peut être trouvé dans les aliments comme les produits laitiers, comme les poissons, les légumes et la viande. Et il y a une estimation que nous avons besoin de 2 grammes de glycine et ceux-ci qui nous proviennent de différents aliments. En outre, la glycine a gagné beaucoup d'attention récemment c'est parce que c'est un produit efficace dans la dissolution et peut être utilisé avec le cyanide pour réduire la consommation de ce produit. Comme je l'ai déjà mentionné, ceci, bah, ceci va être utilisé pour promouvoir l'efficacité de la lixiviation. C'est un produit qui n'est pas toxique, c'est quelque chose de sécurisé, même si nous le consommons, et la gestion de ce produit est essentielle. Permettez-moi de vous donner quelques informations complémentaires. Nous avons réalisé des évaluations, des tests préliminaires et nous avons pris en compte 3 lixiviants ou lixivia. Alors, le thiosulfate, le cyanure et la combinaison entre le cyanure et la glycine. Comme vous pouvez le voir, il y avait eu une récupération de 57, 94 et 93% respectivement. Or, l'utilisation du thiosulfate est quelque chose de très complexe pour l'application. En ce qui concerne le cyanure, 94 jusqu'à 97% d'efficacité de lixiviation a été obtenue et pour la combinaison entre le cyanure et la glycine, il y avait eu 93% de récupération ou de lixiviation, ce qui est très comparable au résultat obtenu préalablement. En outre, les études plus approfondies nous ont montré que il y a plus, excusez-moi, de tests et d'évaluations qui sont actuellement en train d'être réalisés en ce qui concerne la combinaison entre les deux. Les protocoles sécuritaires vont être observés, vont être mis en œuvre, et ceci afin de protéger les personnes, la communauté et les mineurs. Alors, premièrement, euh, l'introduction de produits chimiques qui ne sont pas toxiques comme la glycine requiert alors des équipements de protection. En outre, il va y avoir des mesures opérationnelles, par exemple s'assurer que le pH adéquat, alors inférieur à 10 va être maintenu lors de la lixiviation et en outre, il doit y avoir l'utilisation de l'équipement personnel protecteur. Et des calculs adéquats vont être faits. En outre, il y aura aussi une observation régulière, notamment de l'eau dans les systèmes qui sont dans les zones du projet. En outre, il y aura des observations du terrain. En outre, il y aura beaucoup de formations
et qui vont se focaliser sur la sécurité chimique. Par exemple, il va y avoir une informatisation, comment stocker, comment étiqueter et comment manipuler ces produits chimiques. En outre, afin d'assurer la protection de l'environnement, les meilleures techniques qui sont disponibles vont être mises en œuvre. Premièrement, nous avons alors euh, le calcul que nous avons été fait. Alors, il y aura peut-être que nous allons nous attendre à 75% de réduction de l'utilisation de cyanure. En outre, il doit y avoir une, une, une destruction du cyanure et après, ce cyanure va être stocké dans un établissement adéquat. En outre, il doit y avoir des pompes adéquates, des contrôles et des installations adéquates. Et il y aura aussi des mesures de sécurité qui vont être instaurées. En outre, les normes qui ont été publiées par le département adéquat de du ministère de l'Environnement doivent être respectées. Alors voici ma présentation et merci beaucoup de votre attention. C'était vraiment exceptionnel. Louis, merci beaucoup pour cette vidéo. C'est super de vous avoir avec nous et nous espérons qu'il y aura des questions qui vont nous provenir du public et ceci basé sur le travail vraiment exceptionnel que vous êtes en train de compléter dans votre pays. Alors, nous voyons que notre Byambasuren, alors notre intervenant Byambasuren de la Mongolie est avec nous. Je vous ai déjà présenté, alors la parole est à vous. Nous espérons que votre internet marche bien. Oui, merci beaucoup et excusez-moi parce que j'avais des problèmes de connexion. Alors bonjour, bon après-midi et très bonne soirée à vous tous. Alors je vais vous présenter ce que nous sommes en train de faire en Mongolie en ce qui concerne des systèmes de traitement sans mercure. Alors diapo suivante s'il vous plaît. Premièrement, permettez-moi de vous raconter quelle est la situation actuelle en Mongolie, en ce qui concerne alors la situation. Nous avons vu à travers nos études qu'il y a 9 usines de traitement. En outre, nous avons 13 petits broyeurs et seulement 2 d'entre eux possèdent les permis adéquats et toutes les technologies sont vraiment basiques et gravimétriques. En outre, l'équipement, l'équipement alors est traditionnel, disons, il est fabriqué à la main et il n'y a pas d'informations adéquates pour le fonctionnement de cet équipement. En outre, comme vous pouvez le voir, notre récupération d'heure est à moins de 50%. Alors le reste dans les bassins de rejet, malheureusement. Et les bassins de rejet stockent beaucoup à l'heure de cette heure, comme on peut le voir. En outre, notre localisation afin d'instaurer un système sans mercure est présent sur cette carte. Alors les points jaunes nous montrent quelles sont les usines qui sont déjà présentes en Mongolie. En outre, nous pouvons voir la localisation et les capacités de ces usines. Il y a alors dans la province de Xiling à peu près 450 mineurs qui sont en train de produire de 16 à 30 tonnes par jour. Ils sont en train d'utiliser des concasseurs, ils sont en train d'utiliser des broyeurs et d'autres technologies. Alors, nous voudrions installer notre système au sein de 2 usines déjà existantes. Comme vous pouvez voir, l'étoile bleue montre la localisation. Notre vision, notre objectif
et de réduire l'utilisation du mercure. En transférant donc un nouvel équipement qui rendra possible l'élimination ou la réduction du mercure, et cela nous aidera à mettre en place des mécanismes, des concasseurs à mâchoire, des broyeurs à palette pour l'installation d'une cyanuration de l'or. Prochaine diapo. Alors, par rapport au projet de système de traitement sans mercure, nous avons donc fait des résultats expérimentaux sur la teneur de la récupération du minerai d'or. Là, vous avez donc un taux élevé de récupération où nous avons une teneur en or donc qui représente par rapport qui représente donc par rapport au minerai, nous voyons donc à peu près 55% de récupération. Prochaine diapo. Ensuite, nous avons donc développé un diagramme avec un broyeur à mâchoire, et après avoir récupéré donc les particules, là maintenant nous allons passer donc aux concasseurs qui pourront donc être assujettis à un lavage. Là, vous avez des portions de l'acide nitrique que l'on pourra donc aussi bien récupérer par rapport à ce circuit. Ça représente à peu près 60% de récupération des terrils. Alors, prochaine diapo, voilà. Donc, par rapport au traitement des résidus, pourquoi le broyage est-il important pour le minerai primaire? Quels sont les facteurs qui influencent le processus de broyage? Eh bien, parfois, donc, cela se situe dans des roches dures, et le processus initial donc est le plus important. C'est le broyeur qui permet de récupérer facilement ce minerai au travers du processus de broyage là, donc par rapport à la dureté, par rapport aux particules, par rapport à donc le broyage qui sera fait avec une grande efficacité. Donc là, donc c'est j'aimerais vous faire savoir que nous avons fait des tests, c'est les tests du moulin à vibration, et nous allons nous avons donc installé ce matériel, cet équipement, et par rapport au moulin à vibration, on peut le faire à sec ou avec la méthode humide. Donc, on n'utilise pas d'eau pour l'approche à sec, et cela c'est très facile d'alimenter, et puis il y a un revêtement en acier au manganèse résistant qui est très résistant, voilà. Et la plupart des, euh, je dirais, il y a une efficacité énergétique de 40%. J'aimerais aussi mentionner les défis auxquels on a fait face. Et donc, cela est plus adapté à un fonctionnement continu, je dois dire, ce genre d'équipement. Et il y a une matière résiduelle dans le corps, dans la méthode sèche, lorsque celle-ci est utilisée. Et puis, on a besoin d'un ajustement sophistiqué, et il faut maintenir régulièrement les opérations de
sécurité par rapport à la vibration. Voilà, il faut faire une maintenance, en d'autres mots. Et par rapport aux particules, maintenant il y a 30 minutes de euh, broyage et 150 minutes ensuite de broyage. Et puis le résultat, après cela, les particules, donc vous obtenez à peu près 102 microns. Et si vous avez donc un produit qui est broyé pendant 150 minutes, vous obtenez donc des particules de taille d'à peu près de 89 microns. Voilà, donc ça, c'est par rapport au temps de broyage. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'est tout pour moi. Merci. Merci beaucoup. Beyam Bassuren, c'était très intéressant et très adapté, c'était très sophistiqué ce moulin broyeur utilisé en Mongolie. On aura pas mal de questions par rapport à ça d'ailleurs. Alors, nous allons maintenant passer à notre dernier intervenant qui est Itai Moutemeri, qui est, il nous appelle de l'Afrique du Sud, de l'université de Wits à Johannesburg, qui est donc un expert, un scientifique des données et le chef de la pratique climatique de Moutimeri Consulting. Il a donc une maîtrise en sciences, en changement climatique et en développement et dans le domaine de l'extraction minière artisanale et à petite échelle. Et par rapport au secteur orpailleur, il a été coauteur de différentes études sur, en effet, le processus orpaillé sans mercure. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, Itai. Et voilà, donc en effet, donc mon nom c'est Itai Moutemeri, je suis le développeur en chef de Atlas et puis je travaille avec un groupe de chercheurs à l'université de Johannesburg et puis nous avons eu un mandat du NRDC qui est une organisation non gouvernementale américaine active dans le domaine de la protection de l'environnement pour faire une étude sur les technologies, pourquoi certaines fonctionnent et certaines ne fonctionnent pas. Donc, on a décidé de mener une recherche par rapport à ce sujet. Et puis, il fallait vraiment discuter des différents sujet, voilà, et puis de faire un atlas sur les technologies sans mercure. Et on a travaillé sur ce sujet, sur ce processus, et puis on avait beaucoup plus que nécessaire pour le sujet sur lequel nous devrions écrire. Et par rapport à cela, il était nécessaire d'écrire encore quelque chose, et puis on il fallait utiliser notre réseau et puis on s'est dit que c'était très utile pour nous. Donc si c'est utile pour nous, ça peut être utile pour la communauté au sens large. Et il était donc nécessaire de partager cela avec le monde. Alors on a décidé de pourquoi ne pas formater les données et puis de permettre aux personnes d'avoir accès à ces données. Et voilà, c'est comme ça que cette idée de la technologie gratuite est née. Et prochaine diapo, je vous prie. Alors, ça, c'est par rapport à notre atlas. On pense que c'est vraiment s'il y a donc un problème dans le monde, il est nécessaire que l'on puisse aider par rapport aux technologies. Il y a beaucoup de technologies disponibles, mais il faut donc pouvoir sélectionner un peu ce qui est nécessaire pour nous, pour pouvoir planifier. C'est difficile pour des raisons différentes parce qu'il faut prendre en considération différents facteurs, différentes catégories, sous-catégories et des considérations à prendre par rapport à cela. Et donc, prochaine diapo.
Alors, la solution, c'est quoi? Eh bien, c'est d'avoir, bien entendu, un atlas numérique à code source ouvert qui héberge les données, les évaluations de diverses technologies sans mercure. Et ce sont des catégories et des sous-catégories de ce que vous pouvez trouver. Et puis, deuxièmement, donc les personnes pourront aussi ajouter leur expérience. Il y aura donc une base de données des technologies qui peuvent être filtrées, ce qu'on demande aux personnes, aux utilisateurs du site, qui peuvent ajouter des données et leur expérience avec chaque technologie, par exemple. Où est-ce que ça a été déployé? Quelle est l'expérience par rapport à cela? Vous pourrez donc ajouter quelque chose sur la véracité du terrain de ces technologies. Cela nous aidera vraiment par rapport à notre projet d'avoir un retour d'information sur comment est-ce qu'on pourrait améliorer. On serait très heureux d'avoir une rétroaction par rapport à cela. Prochaine diapo. Alors ça, ce sont les avantages d'un atlas numérique qui fait de la recherche actuelle donc un document vivant. Et euh, nous savons que les données sur les technologies sans mercure peuvent être mises à jour au fur et à mesure de l'évolution de ces technologies. Et puis, c'est quelque chose qu'on pourra faire au fil du temps lorsqu'il y aura aussi d'autres technologies. Et puis, je pense que ça sera toujours disponible et ça nous permettra d'optimiser, de mettre à jour notre article également ou notre document. Et puis, euh, cela rendra aussi la recherche académique sur les technologies beaucoup plus accessible et qui pourra être utilisé par un public au plus large que celui qui habituellement a accès à la technologie, qui ne lirait pas de documents techniques sur comment utiliser ces choses, tout cela. Donc, je pense que d'ouvrir cela à une plus grande audience, cela peut encourager les communautés aussi, des personnes comme vous-même, par exemple, à participer, que ce soit les parties prenantes de l'EMAP. Prochaine diapo. Et puis, oui, en parlant des parties prenantes de cet atlas, voilà, ceux qui pourraient trouver l'atlas utile, ce sont les mineurs, par exemple, qui souhaitent avoir un aperçu des technologies, des projets EMAP financés par les donateurs et les concepteurs de projets, ou les ONG, ou les OSC, les opérateurs dans les pays qui ont terminé euh, leur réduction sur le mercure, et puis les initiatives d'inclusion financière dans le secteur de l'EMAP qui veulent mieux comprendre les besoins de financement, et puis les chercheurs qui pourront, voilà, ça pourra vous donner un sens de quel est le financement que vous aurez besoin par rapport au genre de technologie dont vous aurez besoin. Prochaine diapo, je vous prie. Alors, c'est important de parler aussi des limitations. Ce n'est pas un remplacement, cela ne remplace pas l'évaluation détaillée du minerai et l'optimisation de la technologie en collaboration avec les mineurs. Euh, et on doit dire aussi que ce n'est pas encore prêt pour une utilisation indépendante par les mineurs ayant des connaissances techniques limitées. Ce genre d'atlas ou de site, c'est pas comme si qu'on essayait de jouer ou de remplacer les ingénieurs qui travaillent avec les communautés. Non, par rapport au stade de la planification, par rapport à ce qui est nécessaire de faire. Prochaine diapo. Alors, par rapport aux données, je vais vous en parler un peu. Alors, basé sur les articles à venir, je pense que ça sera en juin 2022. Si je ne me trompe, cela sera basé sur notre utilisation euh, parce que il fallait donc séparer ces articles en deux. Alors, premièrement, il y a la situation mondiale de l'adoption des technologies de traitement de l'or sans mercure par le secteur EMAP. Et ensuite, il y a deux co-auteurs à cela. Et puis le deuxième, c'est l'évaluation des procédés d'extraction de l'or sans mercure dans le secteur de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle par Toila, aussi bien qui est un candidat au doctorat, qui travaille ici à l'université de Johannesburg également. Voilà, et les données peuvent être mises à jour par les contributeurs et les projets nationaux, Planète Gold, les ONG, les OSC, les chercheurs, toutes les contributions de données sont les bienvenues. Voilà, cela nous aidera, n'est-ce pas, à fournir des données et toutes les contributions, bien entendu, sont les bienvenues.
par rapport à cette technologie ou pour faire le lobby. Voilà, prochaine diapo. Euh, voilà, je voulais juste mentionner cela par rapport à. On a aussi donc un petit guide de sélection. Alors, si vous allez sur le site web, par exemple, vous avez donc un mineur de la Mongolie et puis ensuite vous avez donc un processus et on va essayer donc vous allez remplir les différents champs par exemple pour nous donner donc quelle est la taille du grain avec laquelle vous travaillez ou les particules d'or sur par rapport à l'exploitation minière que vous faites ou à l'extraction minière. Et basé sur cela, on pourra donc sélectionner, c'est un guide de sélection pour sélectionner les méthodes ou les technologies qui vous intéresseraient. Ensuite, vous avez les résultats, là ici, qui apparaîtront tels que c'est à l'écran avec les technologies proposées. Et puis là, voilà, retourner à la. Voilà. Donc là, vous voyez donc toutes les technologies qui seraient utilisées, donc les filtres par exemple. C'est un filtre qui va sélectionner les sujets qui seraient d'intérêt pour vous. Par exemple, le minerai ou bien ce qui pourrait vous intéresser. Comme équipement, prochaine diapo. Voilà, et puis ça, c'est la page concernant la technologie. C'est de ça que ça a l'air. Donc, par exemple, si on vous par exemple, si on parle des tables à secousse, prochaine diapo. Voilà, donc là, ici, ça vous donne un peu donc les données sur chaque technologie. J'espère que vous pouvez voir parce que c'est assez petit comme police. Alors, lorsque la plateforme va être lancée, vous, comme partie intéressante, comme personne qui connaissent, qui savent des informations sur ces tables vibrantes, par exemple, ou tables à secousse, vous allez pouvoir y cliquer et vous allez pouvoir, voilà, modifier les informations et comme ça, nous allons pouvoir les mettre à jour. Et je pense que nous pouvons aller vers la diapo suivante. Alors voici, cette présentation est un appel à vous afin que vous commenciez à contribuer à nos données. Alors s'il vous plaît, allez vers le site web et enregistrez-vous parce que nous avons besoin que vous contribuiez à ces données parce que voilà, le site doit devenir vivant. Alors voilà, c'est la communauté vraiment qui nous aide à mettre au point cette base de données. Alors si vous allez contribuer, la prochaine personne qui va venir après vous va le faire aussi et la plateforme va devenir de plus en plus efficace. Alors voilà, c'est la fin de ma présentation et merci beaucoup. Super, merci beaucoup Ita et c'était vraiment intéressant et je sais très bien qu'il y aura beaucoup de questions pour vous. Alors j'espère que la plateforme a excusez-moi, un mécanisme afin que nous puissions partager nos mails dans la boîte de discussion pour que le public puisse communiquer avec nos intervenants d'aujourd'hui. Alors voilà, je suis en train de regarder les questions. Permettez-moi en premier de remercier nos intervenants. C'était une session vraiment formidable. Alors, nous avons une question de Vincent à propos de l'éthique, de l'efficacité. Voilà, c'est une question qui est posée à Louis. L'efficacité, alors, euh, l'efficacité alors de la lixiviation. La catégorisation des minéraux a été discutée, a été abordée. Mais Louis, si vous pouvez nous en dire plus à ce sujet. Est-ce que vous avez alors pris en compte alors le minerai réfractaire ou celui qui provient de l'usine? Voilà, est-ce que vous pouvez nous donner des informations à cet égard? Alors malheureusement, nous n'avons pas utiliser ou essayer beaucoup de produits parce que nous sommes en train d'utiliser actuellement d'évaluer le cyanure.
Mais actuellement, nous sommes en train alors d'utiliser cela pour leur réfractaire et nous sommes en train alors de réaliser des objectifs de plus de 90% et ceci après 24 heures. Alors il y a encore plus de questions sur cela, Charles-Louis, parce que vraiment ces résultats sont prometteurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la catégorisation des minéraux? Est-ce que vous avez fait des études sur les minéraux durs euh, ou non? C'était quel minerai? Alors, nous n'avons pas encore, disons, plongé dans l'analyse de ces échantillons, mais nous savons que ces échantillons qui proviennent des sites d'extraction sont récupérable vraiment facilement en utilisant la cyanure et des méthodes conventionnelles. Alors je pense que les minéraux qui sont présents dans nos sites de projet sont peut-être une combinaison d'oxyde et de sulfate ou de sulfure, excusez-moi. C'est vraiment intéressant. Voilà une autre question. Alors Louis, c'est une question pour vous. Je pense que tout ce que vous avez fait et les exemples que vous avez donnés ont inspiré notre audience, notre public. Est-ce que vous avez fait alors des évaluations sur la flottaison? Je pense que que quelqu'un a déjà mentionné qu'il y avait eu des tests sur la flottaison. Alors, est-ce que vous pouvez confirmer? Est-ce que vous avez fait ce travail, oui ou non? Et peut-être que nous pouvons diriger cette question vers vous aussi, Biamba Suren. Je pense alors que la table vibrante dans vos évaluations, dans vos tests, a généré les meilleurs résultats. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, cher Biamba Suren? Et une des questions que je voulais ajouter à cela est la suivante. Même les résultats gravimétriques étaient dans la cinquantaine. Est-ce que la vision des euh, alors des terrils va nous pousser à utiliser ces méthodes, alors les méthodes, l'utilisation du cyanure, ou est-ce que l'intervention, le modèle d'intervention va remplacer ce système disons, qui requiert deux étapes, par un système qui n'en requiert qu'une. Alors peut-être que nous pouvons alors laisser partir la récupération gravitationnelle et utiliser juste ce système de l'utilisation voilà du cyanure. C'est une question vraiment intelligente. Nous avons essayé de recevoir la permission du gouvernement mongolien et nous avons essayé alors de faire des tests sur la flottaison et la lixiviation. Or, voilà, malheureusement, la Mongolie a été victime de beaucoup de déversement, disons, de produits chimiques et l'extraction minière artisanale à petite échelle n'est pas malheureusement, c'est quasi impossible de recevoir ce genre de permission pour ce genre d'activité minière. Et nous, actuellement, essayons de transférer tout cela vers des circuits gravimétriques. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors que nous sommes en train de façonner des circuits gravimétriques améliorés, disons renforcés, nous devons vraiment avoir des enquêtes claires sur cela. Permettez-moi de mettre l'accent sur le fait que le projet Planet Gold a financé une recherche sur les meilleures pratiques alors de gestion des systèmes à cyanure. Alors, je pense que c'est quelque chose d'essentiel et c'est un résultat qui peut être appliqué à cet égard euh, et, euh, et par ce système de cyanuration. En outre, comme vous le savez, les grandes entreprises utilisent la cyanuration et comment est-ce que nous pouvons
avoir des centres de processus plus formels, plus professionnels et les rendre ou les transformer en solutions plus adéquates afin de ne plus utiliser le mercure. Alors malheureusement, notre temps s'est écoulé. Permettez-moi juste de vous remercier, chers panélistes, parce que vous avez participé à notre session d'aujourd'hui. Excusez-moi, Deschamps, je n'ai pas pu vous poser la question, mais nous allons rester en contact et je voudrais vous remercier à nouveau parce que vous avez partagé vos expériences, le travail que vous êtes en train de faire au sein de Planet Gold. Alors, merci beaucoup et bien entendu, donnez-nous des mises à jour sur le développement de ces projets. Merci beaucoup, merci cher public.